Bonsoir tout le monde, et bonsoir en premier à ceux qui étaient là la dernière fois et qui sont, sont déjà sur les starting blocks parce que je vois que de la régie on me dit qu'il y en a plus d'une douzaine en attente. Et je dois commencer par une autocritique. Non, non, je ne fais pas la coquette, je veux dire, vous savez que je dis toujours que je ne suis pas orgueilleux, mais je suis vaniteux. En général, les gens se flattent de l'inverse. Moi, je trouve qu'au contraire, l'orgueil, c'est une grande considération de soi que je n'ai pas, hélas, sans doute. Et je suis vaniteux et le vaniteux est celui qui est toujours flatté de voir un jugement positif sur lui venant de l'extérieur, parce que de l'intérieur, l'estime fait défaut. Voilà. C'est la différence entre la modestie, ça c'est qui est presque toujours une fausse modestie, et l'humilité. L'humilité peut apparaître chez un vantard et un vaniteux, parce que l'intéressé sait bien qu'à part soi, il est nul, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Si j'étais croyant comme mes grands-tantes et mes grands-mères, je dirais qu'à Dieu seul, comme dit l'Écriture, appartiennent la sagesse, la puissance et la gloire. Bon, revenons à nous, pauvres pécheurs. Je suis, alors là, d'autant plus heureux de vous retrouver que j'ai été quasi comblé par un petit déferlement de courrier suite à la première des vidéos que nous avons consacrées aux ateliers de la finitude que vous êtes avec nous. Alors que, pour ma part, j'étais plutôt mécontent de mon ouverture, si je puis dire. Dans la mesure où j'ai voulu caser trop de matière, comme souvent dans les premières fois, et que ça pouvait paraître un peu confus, et qu'il y avait matière à décanter. Et voilà qu'on me dit, mais pas du tout, on veut encore des poèmes, on veut encore des morceaux de musique et des poèmes. Alors écoutez, si vous me cherchez, vous me trouverez. Hein. Voilà, je serais très heureux que vous me trouviez sur ce chapitre-là. Pour l'instant, je reste dans les parages, mais je vais m'efforcer quand même, parce que je maintiens mon autocritique, de donner à la conversation de ce soir. Je demande à la régie et à Philippe, en l'occurrence, de me faire signe méchamment si je m'écarte de cette bonne résolution. Je vais m'efforcer d'être plus, comme je vous l'avais promis la dernière fois, mais sans tenir ma promesse, dans le genre de la discussion au coin du feu, plutôt que dans la proclamation publique, urbi et torbi, du balcon de je ne sais quelle place de Rome ou d'ailleurs. Je parlais de la place Saint-Pierre, bien sûr. Donc, je vais rester, oui, dans les poèmes, sachant que vous avez vu que ça ne nous empêche pas d'aller où on veut, hein. Surtout quand ils sont très beaux, c'est-à-dire très profonds, c'est-à-dire exprimant le plus souvent à l'insu de l'auteur des vérités et donc des réalités vertigineuses et bien actuelles, en tout cas parmi ceux que je sélectionne. Et je reste même, je vais rester dans Baudelaire pour mes premiers exemples, mais avant, je reviens un petit peu en arrière pour contextualiser un petit peu les textes de la dernière fois et ceux que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Et cette contextualisation, je vais la construire à partir d'éléments que j'ai déjà diffusés dans les ateliers que je fais mensuellement, que la plupart d'entre vous me font la bonté de suivre régulièrement, et même pour certains fidèlement. Je développe une thématique qui est souvent récurrente dans ce que je dis. Je me permets toujours de vous mettre en garde quand je soulève un thème qui vient de votre serviteur. Je ne cesse de répéter, et encore une fois, je ne fais pas la coquette, que je ne suis pas un créatif, je suis plutôt, il me semble, que l'essentiel de mon effort porte sur la transmission des créations des autres, avec lesquelles j'ai eu le bonheur, la chance, dans la mesure où on peut parler de hasard,
surtout que ma culture a commencé comme souvent à l'école primaire et que mes premiers instituteurs étaient des Africains francophones dont le français n'était même pas la langue maternelle. Vous voyez que le périple est long hein, pour arriver à Hegel, à Baudelaire, et à Lénine et à Hölderlin. Donc, il y a un invariant tout de même dans ma transmission, ou un thème plus récurrent que d'autres. Quelquefois, il y a quelque chose qui vient de mon cru. Et je vous dis, je vous mets en garde parce que comme ça vient de mon cru, je ne peux pas vous en donner les mêmes garanties que lorsque je cite d'éminentes références, n'est-ce pas, de Platon à Glouskar. J'aurai l'embarras du choix, je ne vais pas les citer, mais voilà. Et même, on peut remonter au-delà. Hein. Héraclite, les Upanishads et les Védas, ça ne me dérange pas. Je fais une première petite digression. Il y a dans les textes du Veda, c'est les plus anciens textes de la religion brahmanique qui nous soient parvenus, hein, les Védas. On les situe en gros entre le 10e et 7e siècle avant Jésus-Christ, donc pour certains, ils sont contemporains de certains présocratiques, hein, je veux dire tout ça. Ne nous égarons pas, ne perdons pas de temps. Mais il y en a un, c'est des poèmes. Alors on pourrait dire des poèmes philosophiques, c'est des poèmes spéculatifs, enfin, où il y a un mélange encore de noms propres, Indra, Shiva, etc. Ce n'est pas encore des principes abstraits comme les présocratiques l'amèneront avec l'un, le multiple, l'être, etc. Mais tout de même, je veux dire, il y a plus qu'une amorce de pensée spéculative, il y a des saillies d'une profondeur vertigineuse. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas de la philosophie, on n'en est pas à Socrate, il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas une distance avec les mots de la cité que nous employons tous les jours. Il n'y a pas encore le qu'appelles-tu le courage, toi là-bas, le général qui t'est illustré à la guerre contre les Perses. Mais mais c'est une pensée d'une profondeur souvent vertigineuse. Voilà. La philosophie est une espèce dans le genre pensée, mais toute pensée n'a pas la précision de la détermination philosophique. Alors, j'en cite un qui a pour titre Cosmogonie, et qui dit qu'à l'origine de tout, il y avait l'eau, comme dans le prélude de l'Or du Rhin qui ouvre la tétralogie de Wagner comme une cosmogonie, n'est-ce pas? Le rideau se lève, nous sommes dans les profondeurs du Rhin, où nous voyons s'ébattre les filles du Rhin, mais qui ne sont pas encore remontées à la surface. Et ce poème a ceci de magnifique qu'il procède par interrogation. Qui avait-il à l'origine? D'où vient le principe? Qu'est-ce qui remuait dans l'eau insondablement profonde? Le désir préforme, vous voyez. Et puis, il y a cette saillie, donc, je vous dis, qui est stupéfiante encore aujourd'hui. Il y a le temps qui parle et qui dit, à l'origine du monde, c'est moi qui enfanta le Père. Le temps dit, c'est moi qui enfanta le Père. En général, c'est le Père qui enfante tout, n'est-ce pas, le géniteur universel. Voilà, je referme la parenthèse pour vous dire que ce sont des pensées profondes. Mais donc, moi, voilà, je vous mets en garde dans toutes ces références. Quand je les cite, je suis partisan. Vous voyez, je ne fais pas Spinoza polémique avec Descartes, mais quand je cite Descartes, je suis pour Descartes. Quand je cite Spinoza, je suis pour Spinoza. Ça, c'est mon côté prof, je suis désolé, mais j'aime pas ceux qui ne se réfèrent à un auteur avec délice que pour attaquer un autre, n'est-ce pas? Je dis souvent en début d'initiation à la philosophie de ne pas compter sur moi pour en rajouter dans la baston qui oppose les uns aux autres. C'est déjà bien si on comprend la nécessité de philosopher, que ce soit du point de vue d'Aristote, de Spinoza, de Foucault, de Plotin ou de Glouskar, c'est encore autre chose. Or, oui, comme j'ai du mal avec tous ces détours, c'est que je me protège contre le fait de vous apporter une idée personnelle. Mon idée personnelle, c'est que, je vous l'ai dit, pour ne pas perdre de temps, sans trop l'étayer, sans trop la démontrer, ça nous emmènerait pas si loin que ça, mais disons que dans les considérations que je pourrais aborder les prochaines fois. Mais en tout cas, je voudrais être clair d'abord, ne pas noyer le poisson et qu'on voit bien la forêt avant de se perdre dans le détail des branches et des feuilles. J'ai parlé de la modernité la dernière fois. Je l'ai située dans un surgissement
qui a pour genèse deux phénomènes historiques, deux phénomènes que l'histoire confirme, valide, la révolution industrielle anglaise, la révolution politique française, les deux dans un mouchoir de poche qui s'appelle le XVIIIe siècle. Et je dis qu'il y a, comme souvent, il y a un abîme, c'est pour ça que j'insiste sur la modernité qu'elle inaugure, parce qu'elle est encore la nôtre. Il y a un abîme entre l'univers ouvert par ces deux craquements, dans lequel nous sommes encore, qui coïncide avec l'apparition de la société industrielle, urbaine, bon, société civile bourgeoise, et il y a un abîme entre ce monde, je sais pas, dont elle a accouché, et les mondes antérieurs, qu'on classifie souvent à juste titre sous la rubrique de l'Ancien Régime, en vous mettant en garde contre les tentations anachroniques que nous avons. Nous n'imaginons pas à quel point nous sommes très loin de penser, de sentir et même d'être émus de la même manière que les gens de l'Ancien Régime. Je vous avais très rapidement donné un exemple avec, par exemple, nous sommes ravis de visiter des cathédrales ou des chapelles romanes. Je pense chez moi en Corse, il n'y a pas assez de richesse dans l'histoire corse. Ce peuple de bergers, d'agriculteurs et vaguement de marins dans le Cap Corse. Il n'y a pas assez de richesse pour produire les magnifiques cathédrales du continent. Mais par contre, l'île est parsemée de petits bijoux, de petites chapelles bouleversantes de simplicité, et souvent décorées de motifs animaux et végétaux mystérieux. Eh bien, pour nous, ce sont des trésors, des témoignages d'un passé que nous appelons le Moyen-Âge sur une très longue période, puisque je cumule ici le roman gothique. Mais je vous ai dit la dernière fois qu'à l'époque classique, sous Racine, sous Boileau, c'était considéré comme les témoignages d'une laide barbarie. Et gothique voulait dire produit par des Goths, c'est-à-dire par des barbares dont il vaut mieux oublier qu'ils sont nos ancêtres. Voilà. Enfin, je parle pour les Français du continent. Donc, ça, je l'ai amené, c'est la modernité, notre modernité, que j'ai illustrée la dernière fois par un thème qui revient souvent chez Baudelaire, mais qui commence avant lui avec le romantisme et qui s'exaspère chez lui, et n'en parlons pas chez Rimbaud, chez Successeur, que j'ai fait tourner autour du thème de l'évasion et qu'on peut ranger sous la rubrique de ce qu'on appelle l'escapisme. Hein, escape en anglais, scap, encore en italien comme vous voulez, s'échapper, n'est-ce pas? C'est que quelque chose est devenu insoutenable en accédant à la modernité. Et c'est quelque chose, je le dis dogmatiquement aujourd'hui, c'est ce que Hegel nomme au dernier chapitre de son ouvrage, de son chef-d'œuvre énigmatique, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, la phénoménologie de l'esprit, cette histoire de toutes les aliénations par lesquelles la conscience doit passer pour enfin se débarrasser de toutes les illusions que cela implique, au profit de la vérité qui vient dissiper toutes ces certitudes antérieures. Le livre déploie toutes ces certitudes, un peu comme un feuilleton, n'est-ce pas? Et on les voit disparaître une à une, enfin, disparaître, n'est-ce pas, s'écrouler et revenir d'une forme plus profonde, sous une forme plus profonde. Je ne veux pas développer ici le fameux Aufheben, ou l'Aufhebung, comme on voudra, qui veut dire à la fois supprimer et conserver, sinon pour dire grosso modo, et chacun le comprend très bien comme ça, que le fruit accomplit la fleur, donc en ce sens, il conserve, n'est-ce pas, l'essentiel de ce qui se préparait dans la fleur, mais au prix de la supprimer. Il faut que les pétales de la fleur soient tombés, qu'elle se soit fanée, pour que surgisse cette perfection qu'est le fruit. Ici, je ne peux pas empêcher de vous citer la Bruyère, qui dit ceci à propos de, vous allez voir pourquoi j'y pense à propos des fruits et de leur maturité. Il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité, voyez les fruits mûrs, comme de bonté ou de maturité dans la nature. Il y a dans l'art, donc le contraire de la nature, l'artificiel, il y a dans l'art un point, attention, hein, un point de perfection,
difficile à atteindre le point, hein. Avant ou après, c'est pas la perfection. Il est dans l'art, je me répète exprès, un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature, qui est en deçà ou au-delà, qui le sent, pardon, ce point de perfection, a le goût parfait. Qui est en deçà ou au-delà a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on dispute des goûts avec fondement. Voilà, je mets de côté cette citation de La Bruyère pour rappeler tout de même que, à l'opposé, vous voyez, de la modernité, du romantisme, a fortiori de ce qu'on appellera plus tard le symbolisme, lorsqu'on passe de la mélancolie romantique à l'angoisse du spleen baudelairien, par exemple. Là, on est à l'opposé, on est dans le classicisme, dans l'équilibre, dans l'unité, dans la clarté. Et, comme tout classicisme, le modèle quasi inaccessible dont on peut toujours essayer de se rapprocher sans jamais l'atteindre, c'est le modèle grec. Or, la phrase de La Bruyère nous montre un point. Si on est en deçà ou au-delà, on a raté son coup. Ça veut dire que le fameux équilibre grec, tous ces mots qui prêtent à confusion, le fameux juste milieu, laurea mediocritas, qu'on traduit en français par la médiocrité dorée, avec ce risque de contresens, car médiocrité est péjoratif en français, mais ici c'est pris au sens propre, médium, le milieu. Hein, ce qu'il y a de plus précieux, c'est d'essayer de rester dans ce point au milieu entre l'en-deçà et l'au-delà, qui ont ceci de commun, qui sont défectueux. Donc il faut se jucher au sommet d'une parabole, n'est-ce pas, et s'y accrocher avec le risque de glisser à chaque instant. Vous voyez ? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir l'équilibre grec, comme un équilibre périlleux. C'est surtout pas l'équilibre des partis centristes en politique. Cette abjecte chose que j'appelle moi l'extrême centre, car ce sont tout sauf des modérés, même s'ils essayent d'apparaître sous la forme de sans étiquette, divers modérés, centre-gauche, centre-droit. C'est dans ce ventre mou que se sont réfugiés tous ceux qui avaient collaboré, n'est-ce pas, qui rasaient les murs en 1945 et qui ont reparu sous ce genre d'étiquette. Et si j'en parle, c'est parce que c'est ce qui nous gouverne, depuis qu'à droite ont disparu les communistes et à gauche, excusez-moi pour l'absus, à droite ont disparu les gaullistes et à gauche les communistes. Les deux forces de la résistance ayant disparu, reviennent bien sûr des tendances plus inquiétantes qui nous gouvernent depuis bien longtemps. Que ce soit du centre-gauche ou du centre-droit, ne change rien à l'affaire. Je referme cette parenthèse. Donc, j'ai fait allusion au classicisme parce que de même que on voit mieux le rouge sur le vert, n'est-ce pas, et le bleu sur le jaune que sur le turquoise, avec lequel on peut le confondre sans jamais savoir si c'est du vert ou du bleu. Donc voilà, c'est par opposition qu'on voit mieux la figure sur un fond qui lui fait contraste. Noir sur blanc, comme dit la langue. Et comme c'est une rêverie au coin du feu, au lieu de me précipiter et de passer à d'autres thèmes, je m'attarde sur celui-là, le noir sur blanc, le contraste. Car je pense à un magnifique passage de Mallarmé que vous trouverez sous le chapitre « L'action restreinte ». L'action restreinte, qui est le chapitre d'un long développement en prose qui s'appelle « Variation sur un sujet ». Vous trouverez ça en Wikisource. Variation sur un sujet, Mallarmé, et aller directement à l'action restreinte. Ça n'enlève ni ne retranche, ça n'ajoute ni ne retranche rien à Mallarmé, mais enfin, c'est ce que je préfère dans Mallarmé. Pourtant, il y a des poèmes magnifiques, mais un peu glacés, un peu marmoriens, alors que là, dans sa prose, il a poussé sans doute plus loin que personne à la maîtrise de la prose moderne, une espèce de mélodie indéfinie. Notion que j'emprunte à Wagner, que Mallarmé et Proust appréciaient tant. Donc, dans ce passage, l'action restreinte, Mallarmé s'applique à répondre à un jeune qui lui a écrit, comme on écrit à un écrivain. Visiblement, au travers de ce qu'en dit Mallarmé, on devine que le jeune exprime ses angoisses d'un adolescent qui se demande si ça vaut le coup
À quoi sert la littérature? Que faut-il faire? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'agir? D'où le titre L'action restreinte. Et visiblement, le jeune a dû exprimer des idées angoissées, puisque Mallarmé le prie instamment de comprendre que le suicide n'est pas une solution. Mais pourquoi j'en parle? Je parlais de noir sur blanc. Parce qu'il dit à un moment donné, après l'avoir dissuadé de se suicider, surtout ne rien faire, car faute que la foule se déclare, faute d'argent, faute de tout, il n'est pas de présent, dit Mallarmé. Vous voyez, il y a un passage assez presque désespérant, il n'est pas de présent. Mais que faut-il faire dans l'absence? Et Mallarmé lui dit écrire. Écrire, point à la ligne. Et là commence le passage que je vais vous citer à propos de noir sur blanc. Tu remarquas, il parle aux jeunes, l'homme n'écrit pas lumineux sur un champ obscur. Seul l'alphabet des astres ainsi s'inscrit. L'homme poursuit noir sur blanc. Vous voyez, l'inverse des constellations. Les constellations, c'est lumineux sur champ obscur, alors que l'homme poursuit noir sur blanc. Et si je le cite, non, ce n'est pas un détour. C'est au contraire ce qui va me permettre de faire le pas en avant, là où je voulais en arriver. Depuis le début de cet entretien, je reviens à cette part de ténèbres qu'il y a dans toute expression. Vous me direz, attendez, on aimerait bien y voir clair. Exprimer, c'est faire passer à l'extérieur, c'est cesser d'être dans la bouillie de l'intériorité, du sentiment, du ressenti. Très bien, j'approuve. Et Hegel aurait validé. Hegel dit l'idée elle-même, l'idée avec un I majuscule, sa caractéristique la plus manifeste, c'est de se manifester, de s'extérioriser, de s'incarner, justement. Vous voyez, donc là-dessus, on est d'accord. Mais le fait que s'exprimer ne veut pas dire tout mettre sur la table. Ici, je reviens à un thème qui est assez récurrent aussi dans ma transmission, c'est que la philosophie n'utilise pas des équations. Je veux dire, approfondissant, pour en rester au mode d'expression. Le mode d'expression de la philosophie, c'est le langage courant. Bien sûr, elle le tourne à sa manière. Hein, et quelquefois, avec le langage courant, elle dit des choses bien compliquées, mais avec les mots de tous les jours. Les philosophes qui multiplient un langage technique ne sont pas les plus grands. Et les passages où ils le font ne sont peut-être pas les plus profonds. Lorsque Hegel parle de la pure porosité des matières, il n'y a pas un seul mot qui ne soit courant. Pure, porosité, poreux, matière. Bien sûr, la phrase paraît incompréhensible comme ça. Il faudrait la remettre dans son contexte. On le fera une autre fois. Mais voilà, c'est ce que les linguistes appellent le langage naturel, le langage de tous les jours, qui n'a pas été formalisé, comme le font les mathématiciens ou les logiciens, dans P implique Q. Là, on est dans la logique formelle. Or, je suis en train de dire que la logique formelle, elle est entièrement lumineuse, elle ne cache rien, les mathématiques non plus. Il faut bien réfléchir sur cet enjeu, parce qu'il y en a plein qui croient parler scientifique, n'est-ce pas? Et vous lancez à la figure des arguments de scientificité en utilisant le langage courant, qui n'est jamais scientifique, qui ne peut jamais accéder à l'univocité scientifique. Car quand je dis le jour se lève, je ne dis pas une ânerie, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de dire je dis n'importe quoi, mais je ne suis pas dans le scientifique, je suis dans la poésie. Le jour ne s'est pas couché, il n'a pas un lit, il n'a pas des draps, il ne se frotte pas les yeux. D'ailleurs, le jour, c'est nous qui bougeons, ce n'est pas le soleil. Le soleil se lève, il ne se lève pas. Vous voyez pourquoi je dis tout ça à propos de poésie. Je suis en train de dire que nous sommes poètes tous les jours sans nous en apercevoir en utilisant le langage courant. Et oui, nous faisons comme M. Jourdain, mais à l'envers. Lui, il est tout étonné de la révélation que lui fait son professeur de rhétorique qui fait de la prose sans le savoir quand il appelle ça bonne. Et moi, je suis en train de dire, vous faites de la poésie sans le savoir quand il dit, tiens, le jour se lève.
ou tu me casses les oreilles avec les détours de Pagani. Casser les oreilles, c'est du sens figuré. Je n'ai pas pris un marteau ou frappant sur le tympan. Voilà, donc nous sommes dans la figuration, vous voyez, il faut s'y faire. La poésie, la langue naturelle et la philosophie, vous voyez ce qu'elles ont de commun? Elles ont de commun la langue naturelle. Et c'est pour ça qu'on dit que la philosophie boite, elle aimerait avoir la rigueur des mathématiques, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas la poésie, ni la littérature, ni l'esthétique, ni, bon, voilà, ni la religion. Elle veut avoir l'exactitude des mathématiques, mais avec un langage qui n'est pas du tout fait pour ça. Car la langue de tous les jours, elle n'a jamais été faite pour savoir si la Terre était au centre, et combien il y a de sable dans le Sahara, et combien de temps met la lumière pour nous arriver de Beltégeuse ou d'Antares. Il n'a jamais été fait pour ça. Le langage il a été fait à une époque où on ne savait rien de tout ça. Mais dès l'origine, il est là pour, à la chasse, se communiquer où est le mammouth, pour agir, pour séduire, pour tromper, pour mentir, pour prophétiser, pour témoigner de la vision de Dieu, pour faire la cour, pour condamner, pour absoudre, mais pas pour connaître. Dans toute cette série d'attitudes que je viens d'énumérer, dans lesquelles le langage naturel s'est investi depuis la nuit des temps, aucun de cela n'a une visée purement cognitive. On ne cherche pas à connaître, là. Absoudre, condamner, draguer, prophétiser, ce n'est pas essayer de connaître. Eh bien, c'est ça qui fait que la philosophie ne peut pas quitter la langue naturelle. Parce que les enjeux qui sont dans ces attitudes, et que le mathématicien laisse de côté avec raison, parce que ce n'est pas son affaire de séduire, d'absoudre, de condamner. Ce n'est pas son affaire en tant que mathématicien, en tant qu'homme, il peut être un saint ou une crapule, c'est son problème. Hein. Mais ce n'est pas les mathématiques, la physique ou la biologie qui vont le confirmer sur le bien fondé de cette absolution ou de cette condamnation. Oui. C'est là qu'on voit l'abîme qui sépare les deux questions que distingue bien Kant dans tout le programme de philosophie, un qui la rapproche de la science, la question que puis-je savoir, qu'on se pose aussi au CNRS, hein, n'est pas que les philosophes qui se la posent, et la question que dois-je faire, qu'aucun savant ne se pose avec la langue de la science. Voilà. Attention aux fumisteries du néo-positivisme envahissant d'aujourd'hui, c'est pour ça que je m'attarde un peu. Les sciences cognitives et toute démonstration qui voudrait tout réduire à un système d'équations dans un champ qui n'est pas fait pour ça. Aussi peu, les mathématiques sont aussi peu qualifiées pour savoir si je dois achever un parent qui souffre d'une maladie qui le fait terriblement souffrir, n'est-ce pas? Alors que les jours impairs, je me dis oui, les jours pairs, je me dis non, quand même, j'ai pas le droit, j'en sais rien, j'espère que dans 1000 ans, je me poserai encore la question. Un jeu impersonnel, que l'humanité se posera encore la question, n'est-ce pas? Et c'est pas l'objet de la science. Donc, je reviens à ma modernité. La modernité, quand elle surgit, elle produit ce que Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, je reprends mon fil, appelle un savoir absolu. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un mégalo, Hegel, ou quoi? Non, mais ça ne veut pas dire un savoir où on sait tout. Hegel est indifférent à savoir combien il y a de gouttes d'eau dans l'océan Pacifique, combien il y a de grains de sable dans le Sahara et combien de cristaux de glace à l'Antarctique. Il y a la différence indifférente, comme il dit très bien. Hein. Il y a la différence indifférente. Hein. Il y a le particulier et l'universel, mais vous voyez cette vitre que je vois d'ici avec la nuit qui est derrière. Je fais ça et c'est déjà un angle différent. Le particulier, il est là tout le temps. Hein, je veux dire, il n'est pas là pour nous opposer, vous et moi, parce qu'on a chacun, bien sûr, on n'a pas. Chaque individu est une focale à lui tout seul et qui fait jeter un plan et un seul sur l'univers. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a la même différenciation. Pas je bouge la tête et j'ai un autre angle sur le monde. Laissons là donc cette différence indifférente et ce dérisoire des différences oiseuses.
qui nous font passer à côté des vraies distinctions, des vrais découpages dont nous avons besoin et auxquels je reviens. Je le dis dogmatiquement pour l'instant, que l'homme moderne est moderne dans la mesure où il ne peut plus croire. Voilà ce que veut dire en gros savoir absolu. Je ne le creuse pas techniquement, je le fais sentir. Ne peut plus croire, n'est-ce pas, que la Terre est cubique, n'est-ce pas, ou qu'il pleut parce qu'un Dieu a décidé de faire pleuvoir, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on retrouve encore le pronom il, le pronom personnel, comme si c'était une personne qui décidait de la pluie, car la langue vient de la nuit des temps. Être moderne, c'est savoir, comme je dis souvent, que dans les sources, il y a H2O et non pas des nymphes. Je suis le premier ami des nymphes, c'est pas la question, n'est-ce pas? Et comme dit très bien le début du prélude à l'après-midi d'un faune de Mallarmé, c'est le tout début, c'est le coup d'archer. Et vous savez que les faunes adorent les nymphes. Ces nymphes, je les veux perpétuer. C'est le tout début du prélude à l'après-midi d'un faune. Leur incarnat si léger, etc., etc. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Mais enfin, je veux dire, du point de vue de la stricte réalité, je peux faire un barrage sur la rivière sans craindre que la nature ne se venge et que les nymphes ne se vengent. Et donc, le monde de la technologie, le monde qui a fait reculer le néant qui menaçait l'homme de l'extérieur, cet animal peu viable, cet animal qui naît immature, cet animal qui naît avant terme, je parle de l'homme ici bien sûr, ça se voit avec la fontanelle du nouveau-né, n'est-ce pas, qui est inachevé pour des raisons qui remontent à l'anthropologie, à la station bipède, enfin, bref, je gagne du temps, je m'occupe des conséquences et non pas de l'origine ici. Cet animal qui, parce qu'il est inachevé du point de vue de ce qui lui est donné à la naissance, natale, naître, naturel, est obligé de récupérer ce qui lui octroie une viabilité d'exister par la relation à l'autre et non pas seulement à la chose, car la relation à la chose, il est plutôt moins doué que le rejeton de la gazelle qui trotte après quelques heures après sa naissance devant un danger, ou plus quelques jours. Donc cet animal qui n'est pas qui sait moins creuser avec ses mains la terre qu'un blaireau, parce qu'il n'a pas l'équipement des griffes pour ça, qui sait moins se dissimuler son corps dans le décor que l'ours blanc dans l'Antarctique, n'est-ce pas? Qui peut moins marcher silencieusement qu'un félin, qu'un grand prédateur, n'est-ce pas, pour attraper sa pitance. Bref, et qui se caractérise que par des moins par rapport à toutes les perfections animales. Parfait veut dire achevé en grammaire, vous savez. Le parfait, c'est ce qui est fini, c'est ce qui est passé en grammaire. L'animal est parfait, il est passé. Il n'est pas dans le futur que notre présent perpétue depuis l'origine de l'humanité. Justement, c'est parce que l'homme est imparfait qu'il n'a pas de perfection spécifique, creuser, se dissimuler. Mais du coup, il est spécialiste des généralités, comme disait Auguste Comte pour le philosophe. Voilà, donc, ce savoir absolu dans ce sens-là, c'est-à-dire la somme de désillusions, d'écroulement des certitudes qui étaient les miennes avant que ne s'impose à moi le pire ennemi de la certitude qui est la vérité. C'est une distinction qu'on voit souvent chez Hegel, sur laquelle j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est pareil. Je suis certain, donc c'est vrai. Dans des milliers d'années, il était certain que le sol sous nos pieds était le symbole même de l'immobilité. On parlait du plancher des vaches, n'est-ce pas? Alors que tout ça est dans une mobilité effarante, ou réjouissante, après tout, peu importe. Donc, 30 km/s autour du Soleil, là, nous tournons en ce moment. Mais comme nous faisons tous les objets à la même vitesse, on a l'impression que c'est immobile. Voilà. C'est ça le principe d'inertie. L'homme moderne, c'est celui à qui s'est imposé toute une série d'écroulements de certitudes, je me répète pour l'essentiel, car l'essentiel mérite d'être répété, et au fur et à mesure que s'écroulent ces certitudes, commence à se profiler sa vérité. Il y a un moment tragique.
Il y a un moment tragique dans la modernité. Et donc, la dernière fois, j'ai insisté sur des formes de beauté poétiques, je pense surtout à Baudelaire ici, qui essayent de s'évader de ce savoir, de s'évader de ce présent pour se réfugier, par exemple, dans un passé. Dans le très beau film de Max Ophuls qui s'appelle La Ronde, qui est une suite de sketchs, on voit un personnage au début qu'on reverra pour lier chacun des sketchs entre eux, qui incarne le temps, il dit qu'il est le temps, un temps circulaire d'ailleurs, puisque le film s'appelle La Ronde, sur une très belle musique, et dans lequel le personnage dit « j'aime bien le passé ». C'est moins ennuyeux que le présent et tellement plus rassurant que l'avenir. Vous voyez ? Bon. Donc cette manie de s'évader date de l'époque où le réel et la vérité sont devenus insoutenables. Et voilà donc la thèse que selon des tours, j'essaye de vous énoncer maintenant clairement. Merci. Donc je n'étais plus cadré. Pardon. Ouais. Je peux énoncer maintenant cette vérité, mais non plus comme un résultat abstrait et privé de son devenir, mais avec l'esquisse de devenir que je viens de tenter de brosser, c'est que l'accès à ce savoir absolu, du fait même de sa périculosité pour la conscience, parce qu'elle y laisse des plumes, se double, et attention, parce que là, je reviens bientôt à l'actualité, se double d'une tendance à maintenir un non-savoir absolu, si vous préférez des termes empruntés à la psychanalyse, un refoulement absolu. Un je ne veux pas savoir. Un déni, une dénégation, un négatif, une négativité, appelez ça comme vous voulez. Les dernières catégories sont philosophiques, le refoulement est analytique et vient du champ freudien. J'emprunte la forme freudienne ici du refoulement. La forme que j'essaie de résumer avec ce que nous faisons quand nous jouons avec notre enfant en bas âge, qui est en lui prenant son bain dans la petite baignoire, et qu'il a souvent des choses qui flottent, en général des balles ou des ballons. Vous enfoncez le ballon dans l'eau, c'est ça le refoulement. Et dès que vous le lâchez, il jaillit vers le haut et il vous saute à la figure. Goethe disait, la vérité, quand on la repousse, on l'embrasse. Et donc, je poursuis ma thèse, dirais-je, avec beaucoup de présomption, qu'avec le savoir absolu commence un conflit énorme entre savoir absolu et non-savoir absolu, ou si vous préférez entre révolution et contre-révolution. C'est l'histoire du 19e siècle que je suis en train de faire, jusqu'à aujourd'hui, de notre modernité. Combien de temps a-t-on vécu en révolution, de la prise de la Bastille à Thermidor? Ça fait pas très longtemps. Hein. Quelques très brèves années fulgurantes, bon, dont on a gardé l'école laïque obligatoire, le bâton de maréchal, comme on dit, enfin, le fait que pour un bidas de basse extraction, comme on disait à l'époque, puisse devenir général, pourquoi pas maréchal, un bâton de maréchal dans la besace, comme on disait, et pourquoi pas consul et empereur. Les grandes écoles, le système métrique, j'en passe. Il y a comme ça des moments sans équivalent dans l'histoire comme avancée. Et puis très vite, il y a Thermidor, puis il y a les coups d'État du Corse, puis qui rétablit une forme de règne monarchique, impérial et non pas royal, puis la Restauration, alors encore plus régressive. Et puis patatras, il y a 1830, qui fait que le ballon nous ressaute à la figure. Vous voulez l'enfoncer sous l'eau, il revient à la figure. Eh bien, il y a un nouveau roi. Ah, un roi un peu plus giscardien, un peu plus centre-gauche, centre-droit, Louis-Philippe, le roi bourgeois, on l'appelait. Vous voyez, ils étaient malins déjà. Hein. Vous avez bien compris que, mince,
cette satanée canaille de peuple, il faut faire avec. Hein, donc il faut essayer de l'entuber, de le pomper, mais il ne faut pas faire contre, quoi. C'est pas Monsieur Thiers, vous savez, le bourreau de la commune, celui qui a fait plus de morts en une semaine, la semaine sanglante, n'est-ce pas, que toute la Révolution française en plusieurs années. Monsieur Thiers disait après ce carnage, et après l'affreux siège de Paris, il disait on ne pourra pas tout le temps y arriver comme ça, hein, avec les dragons et les cuirassés. Maintenant, ce qu'il nous faut apprendre, c'est apprendre à gagner les élections. Vous voyez comment on arrive vite à notre époque. Hein. Alors, il faut donc que je lève et que je change d'écran. Camille Melloise, faut-il dépasser le romantisme pour être moderne? Excellente question, je suis en plein dedans, Camille. Donc, tu me laisses continuer. Et je sais que tu le fais. Camille est un excellent garçon. Je me permets d'en parler un peu paternellement parce qu'il fait très jeune. Et j'en parle avec affection parce qu'il connaît bien la musique. Et je sais qu'il ne demanderait pas mieux que j'y revienne. Ça viendra. Algarbra. Alors, Algarbra, ce sont nos amis norvégiens, comme il a la gentillesse de m'inviter à faire cette causerie à Bergen, qui font un travail extraordinaire dans un pays où les considérations révolutionnaires, a fortiori marxistes, etc., sont aussi, je ne sais pas moi, incongrues, n'est-ce pas, qu'un ours blanc au milieu du Ténéré dans le Sahara, n'est-ce pas, et qui ont attiré mon attention. Je vous le dis au passage, je transmets une de leurs transmissions dont j'ai été l'objet extraordinaire. C'est que ce pays, qui est un des pays fondateurs de l'OTAN, de l'Organisation Atlantique, qui a une frontière au nord avec l'ex-URSS et avec l'actuelle Russie, des tensions que vous imaginez, et depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Ce pays qui fait partie des pays dits scandinaves, n'est-ce pas, dont la majorité actuellement, du Danemark à la Finlande en passant par la Suède, n'aurait pas de pouvoir politique légitime s'il n'y avait pas un parti néo-nazi qui se prête à la coalition gouvernementale. Je le dis parce qu'on nous donne souvent un modèle de démocratie, c'est extraordinaire. Eh bien, oui, il fait bon vivre, attention, je veux dire, pour ceux qui... la Norvège a le plus haut niveau de vie au monde, plus que la Suisse, par habitant. Voilà, je précise tout ça pour bien faire comprendre. Ils m'ont parlé d'une région dans le nord, dans le centre-nord de la Norvège, pas très loin de la frontière russe, où la population résiste farouchement à la russophobie déchaînée de l'atlantisme menacé par son déclin économique. Et depuis bien des années, pas, au point que tout lui est bon, y compris le virus, pour essayer de renforcer ses positions économiques, sociales et militaires. Et dans cette région, pourquoi on s'exemple de cette russophobie? Et parce qu'elle a vu en 1944 les Popov débarquer et les libérer de l'occupation nazie. Et je vous renvoie à une immense militante qui a pris des risques extraordinaires à l'époque en émettant, n'est-ce pas, vers de la résistance norvégienne aux résistants côté russe, avec de très gros risques de se faire piquer par les voitures goniomètres de la Gestapo. Et on en reparlera une autre fois, j'y consacrerai une session spéciale. Donc je salue. Mais je regarde sa question. Nous voyons le classicisme et le romantisme comme des forces structurantes de l'histoire qui vont bien au-delà de l'art. Très bien. Peux-tu nous dire comment tu vois ces forces? Eh bien, c'est ce que j'étais en train de faire. Formidable, donc je peux continuer. Et Paul-Éric Langevin, que je salue, je me permets de dire, je sais que ça va gêner sa modestie, que c'est un héritier de la grande famille des Langevin qui ont été la gloire de la physique et du communisme français. Tout de même, et pas seulement, parce qu'il y a aussi, moins connu que le physicien, un grand musicologue qui porte le même nom. Et Paul-Éric me dit refoulement égale névrose et déni, perversion pour les psychanalystes. Non, je regarde le curseur en dessous, c'est tout, il n'y a pas de suite. Oui, alors je reviendrai, je vais peut-être commencer par la troisième question très rapidement, parce qu'il y a un petit contresens, pas bien grave, parce que Paul-Éric est suffisamment cultivé et intelligent, mais je veux dire, d'abord, en admettant qu'une perversion, la perversion n'a pas du tout, en psychanalyse, le sens du langage courant. L'homme est un animal perverti. Vertere veut dire tourner, en gros, n'est-ce pas?
voyez, vous le retrouvez dans inversion, conversion. Et subversion, hein, retourner par en dessous, subvertir. Bon. Donc vertere, le perverti, c'est celui qui retourne quoi? Mais qui retourne l'instinct naturel. Alors, avoir une relation érotique à un être humain alors que ce n'est pas la saison des amours et que le but poursuivi n'est pas la reproduction de l'espèce est une perversion. N'est-ce pas? C'est ce que dit d'ailleurs superbement Beaumarchais dans le mariage du Figaro, quand il fait dire à Figaro, nous marier en tout temps, voilà, pardon, faire l'amour en tout temps, voilà bien ce qui nous distingue des bêtes. Et non pas seulement à la saison des amours poussée par un instinct qui ne se préoccupe pas du tout de ceux qui sont en train de s'accoupler, vous voyez qu'il n'est plus faire l'amour, de s'accoupler, mais qui se préoccupe de la survie de l'espèce, ce qui est bien différent. Bien. Vous pensez bien que Tristan et Iseult, lorsqu'il s'évade dans la forêt loin de la cour du roi Marx, c'est moi qui ai perdument de la reproduction de l'espèce. Donc voilà, si on prend perversion de ce sens général, que c'est le propre de l'homme de ne pas se contenter de manger, mais de manger cuit, c'est une perversion. À certaines heures, même quand il a faim, il attend, c'est pas l'heure du repas. J'ai essayé, moi, de corrompre Glouskar et de le faire manger en dehors des heures du repas. Il m'opposait une farouche résistance paysanne qu'il avait gardée de l'époque de l'occupation à Gaillac et à Toulouse. Et c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, après, tu mangeras rien à l'heure du repas. Il me disait, il avait raison. Bon, vous voyez, tout ça, c'est des perversions. Si c'est en ce sens-là, d'accord, mais il n'y a pas du tout un jugement moral chez Freud. D'accord? Et bien sûr, il montre bien les malheurs auxquels nous expose le refoulement, mais il comprend très bien la nécessité absolue du refoulement. Attention, Freud n'est pas un naïf, mais le refoulement produit une pathologie, n'est-ce pas, lorsque le sujet ne sait plus qu'il refoule, quand il n'en a aucune conscience, et quand il est même certain du contraire. Voilà, donc, juste cette petite correction, ce petit correctif, pardon. Je reviens à la question de Camille, qui vient de poser une question sur la musique, je m'y attendais, j'énonce sa question. Il y a également une question que je me pose depuis longtemps, comment prolonger l'héritage de la musique savante aujourd'hui, quelle voie emprunter? Voilà, j'en prends note, je ne te réponds pas tout de suite, Camille, parce que par courtoisie pour nos amis norvégiens qui sont bien loin et qui ont la gentillesse de se brancher sur notre live, là, notre direct, je commence à leur répondre. Et pour ça, je continue ma causerie, parce que leurs questions portent en plein sur ce que j'étais en train de développer. Si l'accès au savoir absolu qui caractérise le fait d'être moderne, être conscient du principe d'inertie et non pas qu'il y a des âmes et de l'animé partout, y compris dans ce livre, dans ce caillou, dans ce mug. Donc, si l'accès à la modernité et les pertes qu'elle entraîne, pertes qui ne sont pas si graves en elles-mêmes, même si elles ont pu mener à la folie ou au suicide, les premières générations qui l'ont subi, je pense ici au romantisme nordique, romantisme allemand, romantisme anglais surtout, hein, mais enfin aussi bien, pas, regardez les réflexions sur l'angoisse chez Kierkegaard, le Danois Kierkegaard, par exemple, pas parmi les plus profondes qu'on ait faites. Donc, ces pertes de certitude au profit de la vérité, je me répète, je les ai mis en parallèle avec la lutte entre révolution et contre-révolution. Mais je disais à l'instant que ce n'est pas des pertes très graves. Si ces certitudes, c'était des billevesées, des erreurs, des illusions, ce n'est pas une si grande perte de les perdre. Ce n'est pas très grave si j'apprends que j'ai perdu 200 millions d'euros dans la journée, mais c'était de la fausse monnaie. On me dit tout d'un coup que c'était des faux billets, je n'avais pas vu. Ça ne m'est jamais arrivé, je vous rassure. N'est-ce pas? Mais vous voyez, si on me dit que c'est de la fausse monnaie, je me dirais, bah, tout heureusement que je les ai perdus, sinon j'aurais fait des tas de plans, n'est-ce pas? Et au moment de payer, j'aurais été bien embêté. Donc, tu peux me remettre la première question de nos amis norvégiens que je ne trahisse pas la lettre, la littéralité de leur question. Merci. Oui, le classicisme et le romantisme. Alors,
là encore un petit correctif, j'oppose au romantisme, bien sûr, comme tout le monde, au classicisme, mais pas seulement. Je dis l'ancien régime dans lequel il peut y avoir du baroque, qu'on oppose souvent au classique. Donc voilà, hein, ils ont l'ancien monde, celui dans lequel il y a une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Alors que le propre de la modernité, c'est de n'être jamais à sa place. Voilà, c'est d'être dans la mobilité, ce que nous avons commencé à voir la dernière fois. Comme des forces structurantes de l'histoire qui vont bien au-delà de l'art. Je ne, voilà une réflexion de nos amis norvégiens qui anticipe, et ça me procure une grande joie, qui anticipe le message que j'essaye de vous délivrer. Mais bien sûr, si je vous en parle, c'est pas si je fais de l'esthétique, puisque je commente des productions de l'art, de poésie ou de musique. Si je fais l'esthétique, c'est surtout pas pour faire de l'esthétisme, mais c'est pas pour rester dans l'art, ni non plus pour en sortir au sens où je vais injecter des interprétations d'une manière arbitraire à l'intérieur de l'œuvre d'art sans prêter attention aux détails, à la merveille des détails qu'elle nous propose. Pas du tout. Nous avons vu la dernière fois avec les rimes masculines et féminines dans Harmonie du soir à quel point c'est dans le détail qu'on voit au contraire la vertigineuse profondeur d'un grand créateur. Pas on peut dire que toute l'immense profondeur d'une philosophie comme celle de Leibniz, n'est-ce pas? Je ne partage pas tous ses points de vue, mais enfin, il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui contester, c'est que chez lui, le détail a une importance décisive. N'est-ce pas? Il allait même jusqu'à dire qu'un coup de canon qu'on tire en Chine, quelque part, nous l'entendons. C'est ce qu'il appelle les petites perceptions, sans nous en apercevoir. Voyez, le sens du détail. On est presque dans le silence, je sais pas, qui était requis pour apprécier les moindres frémissements des préludes de Debussy la dernière fois. Oui, alors, quelles sont ces forces? Je les résume comme ceci. Il y a une force de progrès, je vais dire. Je prends un terme extensif exprès, pas par prudence, mais pour ne rien laisser au hasard. Pas force de progrès, bien sûr, qui a atteint une pointe avec la finalité d'une société qui surmonte la malédiction de la division en classes, bien sûr, de la société sans classe. Il y a un progrès vers cet objectif. Et ce progrès-là, est sanctionné dans l'expression, dans la manière de s'exprimer, dans l'intériorité, pour la première fois par le romantisme. Mais il peut y avoir un romantisme très réactionnaire. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec Baudelaire la dernière fois, qui avait les deux tendances. Donc, et là, grâce à la question de nos amis norvégiens, je reprends mon fil. Apparaissent presque en même temps que la Révolution, dès le début du XIXe siècle, ce siècle qu'annonçait Rousseau dans les Milles quand il dit à la mère de son élève « Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions ». Tiens, nous voilà ramenés à aujourd'hui. Nous approchons de l'état de crise et du siècle, non pas de la révolution, Rousseau. Si jamais quelqu'un fut prophète et précis, le siècle des révolutions, comme s'il savait déjà ce que j'ai indiqué tout à l'heure, qu'à partir de la prise de la Bastille, ce n'est pas une révolution comme on en a vu plein dans l'histoire, qui remplace la cité grecque par l'empire d'Alexandre ou la République romaine, n'est-ce pas, par Auguste. Non, non, c'est une révolution qui ne s'arrête plus. Chaque fois qu'on essaye de la juguler, et 1830, et 1848, et la Commune, et 1917, et le Front populaire, et la Libération, qui nous apporte la retraite par répartition, et la sécurité sociale, dont notre président vient de découvrir que finalement, mais ça a du bon, le système de protection sociale, après avoir tout fait pour le mettre en lambeaux. Donc ça, c'est la force qui nous structure, n'est-ce pas? Mais vers la société sans classe, donc vers une liberté, mais une liberté pour tous. Je rappelle ici la phrase pour moi la plus importante de Hegel, la plus synthétique. Les orientaux savaient qu'un seul livre, c'est les orientaux de l'histoire. Ce n'est pas les orientaux d'aujourd'hui, qui sont bien plus modernes que moi. Vous savez, ceux qui s'occupent de la 5G en Chine, ils sont autrement plus modernes que votre serviteur. De la 5G, a fortiori de l'ordinateur quantique. Les orientaux savaient, au passé, qu'un seul est libre. L'empereur de Chine,
le Négus d'Éthiopie, le roi des rois en Perse, peu importe, le pharaon. Les Grecs, deuxième étape, on passe de l'imparfait, de la longue durée au passé simple. Un miracle, ça ne dure jamais longtemps. Sûr que quelques-uns sont libres, il y a un progrès. Il y a une société, une communauté d'hommes libres à l'intérieur duquel il y a une liberté et une quasi-égalité de droits, le vote, la PNIX, l'agora, tout ça, où c'est la parole qui décide du pouvoir et non pas seulement la force, c'est bien. Mais pour quelques-uns, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était à peu près un cinquième de la société qui était constituée d'hommes libres. Le reste, c'était encore, bien sûr, toute la vie quotidienne était basée sur la force productive, n'est-ce pas, qui est le pilier de toute l'Antiquité pendant des millénaires et qui s'appelle l'esclave. Quand ce n'est pas l'attraction animale, c'est carrément l'esclave, l'attraction humaine. Et les orientaux savaient qu'un seul est libre. Je ne peux pas tronçonner cette formule. Les Grecs sûrs que quelques-uns sont libres, les modernes savent que tous sont libres. Point. En puissance, bien sûr. Et tout l'enjeu des soubresauts que nous vivons depuis la Révolution française, c'est de faire en sorte que la contre-révolution écrase la révolution ou que la révolution, n'est-ce pas, s'efforce de se libérer du verrou que veut lui imposer pour l'étrangler la contre-révolution. C'est ça, nous ne sommes pas en période révolutionnaire, nous ne sommes pas en période contre-révolutionnaire, nous sommes dans le conflit des deux. C'est ça être dialectique. Et nous retrouvons ma position périlleuse, mais non pas comme un point de perfection, comme chez le classique La Bruyère de l'Ancien Régime, où il y avait une place pour chaque chose et chaque chose bien à sa place, mais comme quelque chose qui est toujours en train de bouger, n'est-ce pas? Et donc, première force qui structure notre modernité et qui produit ce qu'il y a de progressiste dans le romantisme, et la seconde force, qui n'ont pas le classicisme. Classicisme, exprime son époque, non. Mais le néoclassicisme auquel j'ai fait allusion, c'est pour ça que je suis très constant de la question d'Algarbra, qui nous ramène, de nos camarades, qui nous ramène à l'ouverture de ces ateliers de la confinitude. Si je me suis attardé sur le côté parnassien sur la veine parnassienne de Baudelaire, en précisant même que ce n'est pas l'aspect que je préfère chez lui, mais pas pour des raisons politiques, parce que ça donne des poèmes comme par hasard, pas tout à fait aussi profonds, aussi beaux et aussi réussis que lorsqu'il y a les deux, que quand il y a la perfection formelle chez lui, unie au frémissement de la musique et du parfum, n'est-ce pas, le contraire de la stabilité minérale. Je cite au hasard un poème où il exprime un parfum pour montrer l'autre veine, le contraire de la beauté avec ses seins de pierre, et qui dit qu'elle déteste le mouvement qui déplace les lignes. Bon, lecteur, c'est dans un poème qui s'appelle Le Fantôme, sous-chapitre du poème qui a plusieurs chapitres, le parfum. Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ce grain d'encens qui remplit une église ou d'un sachet le musc invétéré? Charme profond et magique dont nous grise dans le présent le passé restauré. Vous avez tout Proust là, hein, avec un parfum dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi l'amant sur un corps adoré du souvenir cueille la fleur exquise. Vous voyez que là, tout est aussi évanescent, fluide et mobile, hein, qui était impavide et marmoréenne, l'incarnation minérale de la beauté que j'ai fait parler la dernière fois. Donc, ce n'est pas le classicisme qui est contre-révolutionnaire. Il est antérieur à la révolution, il ne peut pas être contre-révolution. Il est conservateur, le classicisme. Il n'est pas réactionnaire. Le conservateur veut maintenir le statu quo. Le réactionnaire, il est bien plus dangereux parce qu'il a eu peur. Et donc, il est méchant. Il a une revanche à prendre. Et il a une menace, n'est-ce pas, à conjurer. Mettez-vous à la place des gouvernements des pays capitalistes en 1945. Je ne dis pas occidentaux, hein, parce que depuis que la Terre est ronde, dites-moi où est l'Ouest, j'irai volontiers. Je déplacerai ma chaise comme le Petit Prince, si vous voulez, toutes les 5 minutes, pour essayer de rester à l'Ouest. C'est pas. Mais enfin, on est à l'Ouest où on veut. Hein. C'est-à-dire, en Pologne, on est
On est à l'est de l'Allemagne et on est à l'ouest de la Russie. On est l'est ou l'ouest comme vous voulez. Hein. Donc, je préfère dire, n'est-ce pas, ce que ces mots cachent, les concepts occultants, l'Occident. Je prolonge ma parenthèse sur l'étude de ce mot, n'est-ce pas? Mais on vous dira, mais allez, n'ergotons pas, c'est les pays industrialisés. Ah bon, l'Union soviétique et la Chine font partie de l'Occident. Ah non, mince, ça va pas. Alors, non, mais c'est les pays européens, quoi. Ah bon, je croyais que le leader, c'était les États-Unis d'Amérique. Ah zut, ça va pas non plus. Aïe, aïe, aïe. C'est pas les pays industrialisés, c'est pas les pays européens, et qu'est-ce que vous faites du Japon? C'est quand même pas l'Occident, le Japon. C'est le pays du soleil levant. C'est l'empire du soleil levant. Voyons, on peut s'amuser comme ça, à l'infini, parce que ce ne sont pas des concepts faits pour connaître. Vous voyez que je reviens, je disais tout à l'heure, le langage de tous les jours. Il n'est pas fait pour connaître. Il n'est pas fait pour dire ce qui est, mais ce que l'on doit penser pour ne pas arriver à ce qui est le capitalisme. Casquette commune entre le Japon, l'Europe et les États-Unis, oui, c'est le capitalisme. Et même avec tout un secteur de la production en Chine. S'il n'y avait pas, n'est-ce pas, l'omniprésence de l'État gouverné par un parti communiste qui dit maintenant il y a la surchauffe, donc je vais monter les taux d'intérêt, et maintenant je les abaisse pour relancer la dynamique. Alors, et qui tout d'un coup construit deux hôpitaux de plusieurs milliers de lits en 48 heures, n'est-ce pas, et qui est en train de nous livrer 1 milliard, non, c'est pas une hyperbole, la nouvelle, certains l'ont apprise aujourd'hui, la France vient de commander 1 milliard de masques. La France, pays très développé, n'est-ce pas, très développé. On peut faire la fusée Ariane, mais pour faire des masques, on emprunte 1 milliard à la Chine, qui fait aussi des fusées. Voilà. Donc, ce n'est pas le classicisme qui est ici mon antonyme. À partir de la modernité apparaît un conflit entre révolution et contre-révolution. Revenons en poésie, entre romantisme, mais au sens extensif, dans lequel Baudelaire en fait partie. À ce moment-là, je reviendrai sur cette petite nuance après, qui intéresse plus les cours d'histoire littéraire, donc pour l'instant je laisse de côté. Mais l'antonyme ici, c'est le néoclassicisme. D'ailleurs, dès qu'il y a néo, il y a un petit côté fascisant qui se profile. Vous savez, le néo-capitalisme, le néolibéralisme, c'est autrement plus... Attention, hein, je veux dire, quand ça revient comme ça, alors qu'on a déjà comme une ressucée, c'est qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, j'ai montré que la veine parnassienne de Baudelaire, qu'est-ce que le Parnasse? On l'a dit, ça traîne dans tous les manuels. Le Parnasse ou l'art pour l'art sont des écoles néoclassiques. Quand Théophile Gautier écrit émaux et camées, émaux, le pluriel des mailles, émaux et camées, voilà, c'est du dur, c'est dur comme le marbre, c'est de l'émail. C'est pas des parfums, des machins. Non, c'est pas de l'évanescence, c'est pas un grain d'encens qui remplit une église ou d'un sachet le musc invétéré. Et pourtant, hein, Baudelaire est parti de là. Vous savez que les Fleurs du Mal sont dédicacées à Théophile Gautier, au poète impeccable, magicien, lettres, etc. Parce que c'est là qu'il a appris à discipliner la forme du vers. Très bien. Mais il manquait la vibration. La forme parfaite, mais qui a en plus la vibration. Et Baudelaire, c'est ce miracle d'avoir les deux, d'avoir la forme racinienne. Et j'y arrive, je reviens à nos amis norvégiens, et, n'est-ce pas, l'intériorité, ce qu'il y a d'irréversible dans l'intériorisation apportée par le romantisme, la profondeur des sentiments et ou de la sensation. Regardez Rousseau, qui est à l'origine, au premier surgissement du pré-romantisme, lorsqu'il est à l'île Saint-Pierre, lorsqu'il dit le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Il n'y a pas un seul sentiment là, il n'y a que des sensations. Frapper mes yeux et mes oreilles, me faire sentir mon existence. Pas réfléchir sur la mélancolie, la joie, etc. Oui, d'Almeida. Donc, j'y arrive. Je précise donc ceci. C'est plutôt le néoclassicisme qui est illustré aujourd'hui par la vogue de la musique baroque. Dans le droit fil de ce que je viens de dire, je ne dis pas
l'ombre d'une lettre et d'un seul mot et d'une seule phrase contre le répertoire baroque. Et que c'est vous que je dise contre Telemann, Vivaldi, a fortiori Bach, ou l'immense Monteverdi, pas, qui arrive à réaliser pratiquement tout l'idéal wagnérien de l'œuvre d'art totale, du spectacle, de la danse, du geste, de la musique et du texte, mais avec une économie de moyens, n'est-ce pas, à faire pâlir l'auteur du Crépuscule des dieux avec un clavecin et un quatuor à cordes. Il a ressuscité avec tout ça la musique, ce que les Grecs appelaient musique, c'est-à-dire la conspiration de tous les arts, n'est-ce pas, sur la scène. Non, j'ai rien à dire contre ce répertoire, mais le fait que ce répertoire revienne à la mode au moment, le baroque ou le rock and roll surgissent dans les années 50 n'est pas un hasard. Je ne fais pas de jugement de valeur là pour l'instant. Je dis c'est pas un hasard que la modernité avait besoin de ce tempo régulier, car c'est ça qui est commun à la musique baroque et au rock. C'est pour ça qu'il m'arrive de dire, pour plaisanter, le baroque ROCK, c'est que ça swing. C'est bien, c'est en place, ça me rassure. Ce segment de temps-là qui commence, il ne m'entraîne pas vers la mort, il revient, c'est cyclique, c'est toujours le même, il est régulier. Ça me fait du bien. À moi, homme moderne qui est tout le temps revenu, allez, j'y arrive. À l'incarnation de l'homme. Et là, je regarde la question parce que je vais amener une thèse, mais je voudrais d'abord, je suis sûr qu'elle va répondre aux questions qui viennent. La philosophie et la poésie se font avec le langage courant, oui, ce que les linguistes appellent le langage naturel, on est d'accord. Mais la philosophie et la poésie prennent le langage courant avec autant de rigueur et en y cherchant une précision semblable à ce que prétend la science, les mathématiques. Là, donc, la philosophie et la poésie s'écartent du langage courant et vont à leur façon à la rencontre des mathématiques. Êtes-vous d'accord? Oui et non. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait que poésie et philosophie cherchent toutes les deux à se servir avec la langue courante, à atteindre une rigueur qui n'est pas celle de l'usage courant de la langue courante. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a un usage courant où là, Fabio a parfaitement raison, qui se moque de la rigueur, alors que, et je vais lui faire plaisir, il m'arrive souvent de dire, je l'ai cité la dernière fois, à notre ami Thomas Larochefoucauld, hein, qui est un pilier de notre association et qui est un brillant mathématicien, qui enseigne à des classes supérieures, malgré son jeune âge, il m'arrive de lui dire, moitié sérieux, moitié pour plaisanter, que la seule différence entre la poésie et les mathématiques, c'est que la poésie est une science exacte. Fabio, j'espère que je vous fais plaisir. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense sincèrement, quelque part. Tant qu'il est vrai, mais c'est pas du tout... C'est ça ma différence avec ce qui me semble deviner à travers ce que vous dites, mais je ne voudrais pas vous faire dire ce que vous ne dites pas. Je crois qu'il y a une petite critique des mathématiques. Moi, non. Quand ils restent dans leur champ, je n'ai absolument rien. Au contraire, moi, je dirais, comme Rimbaud, il faut être absolument moderne, aller à la science et en avant. C'est Rimbaud qui dit ça. C'est sans doute celui qui est allé le plus loin en poésie. Lui, il dit rien contre la modernité, contre la science, soit dit en passant. Mais je veux dire, la mathématique a raison de ne pas essayer d'apporter de la rigueur là où le philosophe et le poète l'amènent. Parce que c'est quand on essaie de connaître le soleil, on n'essaie pas de se connaître soi-même. Donc il n'y a pas la lutte. Et je reviens à ma citation de Mallarmé au jeune homme. Tu remarquas, l'homme n'écrit pas lumineux sur champ obscur. Seul l'alphabet des astres ainsi s'inscrit. Des constellations sur la noirceur du ciel. L'homme poursuit, noir sur blanc, pli de sombres dentelles. Cette part de mystère, n'est-ce pas, et d'informulé qui reste à l'intérieur même de cette formulation qu'est la poésie et la philosophie, de cette tentative de formulation, est la part de péché, si je prenais une métaphore religieuse, que nous avons en nous, d'insuffisance ou de finitude, de confinitude, dirais-je aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je fais ici un détour par, c'est pour ça que je fais une allusion aux religieux, je fais un détour par le livre de la Genèse. Même ceux qui ne l'ont jamais lu la Bible ont entendu dire, n'est-ce pas, parce qu'on l'a répété 1000 fois, qu'il est dit que dans l'Écriture que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, ça veut dire quoi? La plupart du temps, on croit vraiment que c'est l'image plastique de l'homme, là, ça ressemble à Dieu, que Dieu
a des poils sur le mollet, qu'il a des poils dans les narines, n'est-ce pas? Et qui se mouche quand il est enrhumé, sans doute. Voilà. Donc, je ne veux pas déflorer la part du temps plus courte que nos ateliers qui m'est imparti, mais j'insiste ici sur le fait que le, cette part de mystère, c'est une précision, mais en laissant dans l'imprécision, c'est là où je ne suis pas d'accord, quoi? Le négatif, le refoulé sur lequel on rebondit sans cesse pour aller encore au-delà, pour se rapprocher encore du vrai, pour s'en éloigner de nouveau. Et c'est pour ça que, je le remercie au passage, notre webmaster, que je salue encore une fois ici avec l'énorme de travail de référencement qu'il fait sur nos vidéos, Stéphane Ligoza, qui est à Bordeaux et qui sans doute les écoute, il a eu la très bonne idée de mettre comme logo, je lui laisse toute l'attitude du site où il concentre mes causeries depuis quelques années, il a mis une spirale, car c'est ça une spirale, ça passe son temps, et là je réponds en même temps à nos amis norvégiens, à Camille et à Fabio, ça va en avant, ça revient en arrière, ça va en avant, ça revient en arrière, mais c'est pas pour revenir à zéro. Ça progresse tout en revenant en arrière. Il y a à la fois la récurrence et l'avancée. C'est ça la spirale. C'est la synthèse du cercle réactionnaire et de la droite qui se veut, n'est-ce pas, progressiste, mais qui ne cumule pas grand-chose, un peu comme le paysage, n'est-ce pas, défile dans le rétroviseur sans jamais revenir. Voilà. J'espère que nous avons, vous voyez, j'ai préféré rester dans les références de la dernière fois pour montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à dire avant de vous saouler avec toute une autre série de références. Merci beaucoup de votre attention, de votre patience et de vos questions.